Bonjour à tous, bonsoir, je ne sais plus ce qu'il faut dire. En tout cas, on vient de changer nos billets de train parce que du coup, il est en train de partir, mais il n'y a pas de problème. Enchantée d'être ici. Merci beaucoup à Madame Debré pour cette présentation qui introduit parfaitement bien la nôtre. Donc moi, je suis Morgane Freudiger, la directrice du marketing et de la communication de la société Observia, une société dans le même type d'environnement que Patientis. Et je suis accompagnée aussi par ma collègue Amélie Lejeanne, qui est responsable de projet senior chez Observia et qui travaille avec les équipes d'Orphalan justement à la mise en place d'un outil d'aide à la consultation. Alors, on va parler du coup aussi d'observance et surtout d'outils pour apporter des solutions à cet enjeu qui justement a été très bien décrit dans la présentation précédente. Alors, je vais appuyer sur le bon bouton. Yes, super. Donc, oui, alors juste avant, peut-être pour vous introduire Observia, donc nous, on est une société basée en France, on existe depuis une dizaine d'années. Notre métier, c'est d'accompagner le suivi et l'accompagnement à distance des patients chroniques pour les aider à mieux vivre leur maladie entre deux consultations chez le médecin. Et plus concrètement, on essaye de les aider à adopter les bonnes habitudes de vie dans leur quotidien pour les rendre plus acteurs de leur maladie. Alors l'observance, donc je ne vais pas revenir en détail sur le sujet. Vous le savez, donc c'est vraiment la concordance entre le comportement d'un patient et l'ensemble de sa prise en charge, que ce soit ses traitements, le respect des traitements prescrits, mais aussi le respect des règles hygiéno-diététiques et aussi le respect de son parcours de soins. Et les problématiques qui ont été décrites juste avant dans la présentation, on retrouve les mêmes problématiques de non-observance dans toutes les pathologies chroniques. Et il y a un rapport bien connu de l'OMS qui a aujourd'hui 20 ans qui expliquait qu'en moyenne, c'est un patient sur deux, peu importe les pays, les cultures et les maladies. Et ça, effectivement, même dans des maladies où les traitements permettent réellement un gain très important. Et donc, on prend souvent l'exemple des immunosuppresseurs parce que c'est assez impressionnant, mais il y a quand même plus de 30% des patients qui ne prennent pas leur traitement après des greffes. Donc, c'est vraiment un enjeu de société qui est persistant et qui a des impacts très conséquents, à commencer sur les patients eux-mêmes, parce qu'évidemment, ça va créer une perte de qualité de vie, ça va baisser leurs chances de pouvoir aller mieux au quotidien. Ça a aussi des impacts sur les professionnels de santé parce que c'est assez frustrant et parfois on est très dans une posture d'incompréhension par rapport à ces comportements patients. Et puis ça a un coût aussi pour la société puisque juste pour vous donner un chiffre, en France on pense que c'est à peu près 9 milliards d'euros par an qui sont liés à ces rechutes et ces réhospitalisations. Donc la non-observance, non seulement, c'est pas qu'un problème patient, c'est vraiment un enjeu, un enjeu de société et un élément qui doit être au cœur de la qualité de notre système de santé. Et si on a tant de difficultés à trouver des solutions, c'est parce qu'en réalité, quand on se pose la question de pourquoi les patients sont non-observants, il existe un tas de raisons qui sont en jeu. Et c'est parfois très compliqué de décrypter quelles sont les raisons dans le cas de chaque patient. Certaines d'entre elles sont irrationnelles, d'autres sont non intentionnelles, et donc c'est vraiment là d'où vient la grande complexité. Et chez Observia, une de nos convictions, c'est qu'à l'instar d'un diagnostic médical que vous avez l'habitude de faire et qui vous permet d'adapter, de personnaliser la thérapeutique que vous allez proposer à un patient, c'est aussi intéressant de pouvoir faire un diagnostic comportemental pour pouvoir derrière personnaliser l'accompagnement au global du patient pour l'aider au quotidien justement dans la gestion de sa maladie et lui permettre petit à petit de devenir plus acteur de sa maladie et donc de mieux prendre ses traitements, de mieux suivre les recommandations de ses professionnels de santé. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé un outil qui s'appelle le SPUR que je vais vous expliquer rapidement. Donc à la base, c'est un modèle avant d'être un outil. C'est un modèle qui agrège en un seul outil digital un ensemble de théories et modèles en sciences du comportement. Et ce modèle, il est divisé en 4 grandes dimensions qui sont à l'origine du comportement en santé des patients chroniques. La première dimension, c'est la dimension sociale, donc c'est vraiment l'impact de la relation aux autres sur mon comportement. C'est en partie notamment basé sur la théorie du comportement planifié. La deuxième dimension du modèle SPUR, c'est le P pour psychologique, dans lequel on retrouve 3 leviers, la réactance, l'identité et le décompte de la valeur future, donc ma capacité à faire quelque chose maintenant pour en avoir des bénéfices que plus tard.
La troisième dimension, c'est la dimension d'usage, où on va retrouver notamment les notions de self-efficacy, de self-capacité, donc ma propre capacité à me rappeler de mon traitement, à le prendre, à y accéder. Et enfin, la dernière dimension, qui est basée sur le modèle des croyances en santé, le HBM, Health Behavior Model, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment sur la partie plus rationnelle. Et c'est notamment ma capacité à bien comprendre quels sont les bénéfices de mon traitement, quels sont les risques associés à ma maladie. Donc on a ce modèle SPUR, social, psychologique, usage rationnel, qu'on appelle le SPUR, avec, au-delà de ces 4 grandes dimensions, 13 leviers spécifiques qui, selon ce modèle, sont à l'origine de l'explication d'un risque de non-observance. Je vous passe rapidement, mais sur la base de ce modèle, on en a fait un questionnaire, donc un PROM, Patient Reported Outcome Measure. On l'a testé avec des tests psychométriques dans différentes cultures, différents pays, différentes aires thérapeutiques. Et suite à cette validation plus sur la partie vraiment des questions, on l'a testé en vie réelle et à l'heure actuelle, on a pu valider la prédictivité de l'outil pour évaluer le risque de non-observance, mais aussi évaluer l'ensemble du profil comportemental sur la base de ces 13 leviers des patients en diabète de type 2, en hypertension et en BPCO. Et on a d'autres études qui sont en cours dans d'autres aires thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a 8 publications qui nous permettent de voir un premier niveau de validation de cet outil et de ce modèle. Et voilà. Donc, côté patient, concrètement, comment ça se passe? C'est un outil qui est 100% digital, c'est important parce que c'est quand même une distinction assez importante, surtout en comparaison avec d'autres outils que vous pouvez connaître, comme par exemple le Moriski qui a été cité plus tôt. Donc, le patient, il va passer ce questionnaire digital entre 6 et 24 questions. C'est dynamique, donc plus le profil il est complexe, plus il y aura de questions qui vont lui être posées. Et à la fin, il aura des résultats personnalisés et un témoignage patient qui lui sera proposé. C'est déjà un premier retour d'expérience pour lui indiquer un peu ce qui ressort des réponses aux questions. Côté professionnel de santé, une fois les questions, le questionnaire rempli, le professionnel de santé il peut recevoir 3 résultats. Tout d'abord, il va recevoir le profil holistique du patient, donc selon les 4 dimensions ou les 13 leviers s'il veut plus de détails. Deuxièmement, il va avoir une évaluation du risque de non-observance de ce patient. Et enfin, il va également avoir des résultats personnalisés textuels pour pouvoir tout de suite avoir des éléments concrets et tangibles qu'il va pouvoir utiliser, notamment s'il le souhaite en consultation. Là, vous avez un exemple de maquette sur lequel on travaille actuellement dans un projet qui n'est pas la maladie de Wilson. C'est un programme d'ETP en réadaptation cardiaque, mais vous avez rapidement la possibilité de voir qu'ici, il y a un risque de non-observance qui est moyen, qu'il y a 2 dimensions qui sont particulièrement exprimées chez ce patient, et avec 3 recommandations assez synthétiques qui sont faites aux professionnels de santé. Et actuellement, on travaille beaucoup avec les professionnels de santé, justement, qui commencent à utiliser l'outil pour avoir des retours sur comment améliorer et avoir la meilleure interface pour avoir le plus d'informations, on va dire, le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'évidemment, votre temps est compté. Alors, si on revient un tout petit peu en détail sur ces 13 leviers pour avoir peut-être quelques illustrations un peu plus concrètes de cas, on a essayé de faire des cas en lien avec la maladie de Wilson. J'espère qu'ils seront assez précis. Personnellement, je ne suis pas du tout une professionnelle de la santé, moi-même. Alors, si on prend la dimension sociale, par exemple, on a pris l'exemple de Julie, une jeune patiente qui a 19 ans, qui vient de quitter l'équipe de soins pédiatriques qui la suivait depuis son diagnostic à l'âge de 13 ans. Et cela crée ainsi une rupture relationnelle assez forte et une perte de repères pour elle. On a vraiment imaginé ce cas de figure de la transition entre 2 services. Là, on est typiquement sur le levier qu'on appelle immédiat, où dans son cercle proche, là, il y a une modification importante qui va créer chez elle une perte de repères qui peut être à l'origine du coup d'un risque de non-observance qui va être accentué peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Un autre exemple, plutôt sur la dimension psychologique, toujours en restant sur un exemple plutôt d'adolescent. Depuis son entrée au lycée, Léo, 15 ans, est en plein questionnement identitaire et a de plus en plus de mal à assumer son statut de malade. Il a tendance à rentrer en confrontation avec ses parents et ses médecins, impactant ainsi son adhésion thérapeutique. Ça peut paraître un exemple, entre guillemets, très basique, mais au-delà du traitement, il y a aussi des traits de caractère, il y a aussi des moments de notre vie. On n'est pas que patient, on est ado, on est maman, on est professionnel dans la vie, on a des métiers. Et c'est aussi l'impact de tous ces éléments-là sur notre comportement vis-à-vis de notre santé qui est en jeu.
Et un dernier exemple sur la partie rationnelle, qui là parlera peut-être plus à vous qui êtes vraiment professionnel de santé sur l'aspect traitement, et c'est ce qui a été expliqué aussi avant sur cette notion d'asymptomatique. Maxime, 32 ans, diagnostiqué depuis 1 an à la suite de recherches génétiques, est asymptomatique, il est traité par sel de zinc et régulièrement il saute des doses par inattention, convaincu qu'il n'est pas tant un risque que cela. Donc ça, c'est vraiment un cas très typique. Le risque individuel perçu, là, dans ce cas de figure-là, eh bien, il est faible, il est trop faible par rapport à la réalité du risque. Et donc, ça impacte son comportement et on a un risque de non-observance. Donc, vous l'avez compris, l'objectif de l'outil, c'est surtout à un moment donné de pouvoir objectiver en fait, ce risque, de pouvoir lui donner un niveau d'explication en fait, qui soit le plus scientifique possible. Et cette donnée-là, on va pouvoir s'en servir dans différents contextes. Évidemment, dans un contexte de recherche, c'est tout à fait possible, en recherche clinique ou recherche académique. Nous, aujourd'hui, c'est un outil, d'ailleurs, qui est mis gratuitement à destination de toute la communauté des chercheurs dans le monde. On peut aussi l'utiliser plutôt dans la pratique clinique, à un instant T ou à plusieurs instants en continu, typiquement en entrée dans un parcours. Savoir que l'outil SPUR fonctionne aussi sur des patients non traités naïfs qui n'ont pas encore de traitement. Ça peut être un moment critique du parcours, donc typiquement, comme on a pris l'exemple, il y a un changement de service, ou on peut l'imaginer aussi dans le cadre plutôt de programmes d'accompagnement du patient, comme le cas du projet WheelOps, soit pour à un moment donné aider au fléchage d'un patient vers un programme, soit à l'intérieur même d'un programme pour venir rajouter justement cette brique de diagnostic comportemental en plus des autres briques que vous avez déjà dans vos parcours, dans vos programmes, qui sont souvent plus sur des éléments socio-démographiques ou des éléments médicaux. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter en quelques mots cet outil et ce modèle SPUR, et je vais laisser la parole à Amélie qui va très rapidement vous expliquer comment aujourd'hui ce projet... Il reste 5 minutes. Ah bah ce sera plus court que 5 minutes. Merci Morgane. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus concrètement donc, du projet qu'on a avec Orphalan depuis le mois d'octobre. Donc Orphalan nous a sollicité pour vraiment agir en faveur d'une meilleure adhésion des patients, puisque faisant le constat justement de ce problème de non-adhésion des patients à la reprise de traitement, avec la volonté en fait de comprendre pourquoi on a dans la maladie de Wilson ce taux que présentait Madame Debré juste avant de mal-observance des patients atteints de cette pathologie. Donc le projet qu'on est en train de mettre en place, ça va être un outil d'aide à la consultation donc, qui va être déployé dans les centres de référence pour le moment à Lyon et puis certainement dans d'autres centres en France. Donc c'est un outil qui va être complété par les patients. Je vais vous présenter ensuite le parcours utilisateur avant leur consultation et qui va s'adresser aux patients de 18 ans et plus. Et donc dans cet outil, on va venir collecter un certain nombre d'informations sur le patient pour pouvoir comprendre un petit peu ses antécédents dans la pathologie, sa catégorie socio-professionnelle et son traitement. Et ensuite, il va passer le SPUR. Et donc l'outil qu'on va mettre en place, il va avoir finalement un double usage. Il va servir au quotidien à l'équipe pluridisciplinaire des centres, et c'est tout l'intérêt du SPUR aussi, c'est qu'il soit vraiment utilisé en équipe pluridisciplinaire. Donc les professionnels de santé vont avoir accès à l'ensemble des résultats SPUR de leurs patients, et ça va les aider au quotidien à comprendre certains comportements qu'ils vont observer chez leurs patients. Le SPUR, il n'a pas, vous avez votre instinct, vous avez déjà la compréhension de votre patient, il n'a pas vocation à vous dire quoi faire. En revanche, et c'est ce que nous disent un certain nombre de professionnels qui l'utilisent, c'est qu'il y a des patients avec qui ça bloque. On ne comprend pas forcément pourquoi, mais ça bloque. Et peut-être que le SPUR va là justement vous apporter des clés de compréhension que vous n'auriez pas forcément lues chez ce patient. Et c'est tout l'intérêt de l'outil. Donc il va être utilisé au quotidien par les équipes des centres. Et puis en plus, on lance en parallèle une étude protocolée qui va avoir deux objectifs. C'est d'une part, le SPUR, finalement, quand on en agrège les données, on est capable de mener d'aller comprendre plus finement tous les leviers comportementaux d'une cohorte de patients. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller comprendre sur l'ensemble des patients qu'on va inclure dans l'étude, quels sont chez ces patients Wilson, quels sont finalement les leviers comportementaux les plus forts, pour derrière pouvoir identifier donc les raisons finalement de cette mauvaise adhésion et d'identifier derrière des actions un peu plus concrètes qui pourraient être mises en place pour améliorer leur observance.
Et puis aussi, on va aller en parallèle évaluer, donc les équipes dans les centres vont évaluer pour elles l'apport de l'outil finalement sur combien, c'est ce que nous disait le docteur Guillaume à Lyon, il nous a dit, moi j'ai besoin de savoir cet outil sur combien de patients il va m'être utile, est-ce que c'est sur 50% de mes patients, est-ce que c'est sur moins, sur plus. Donc finalement, cette étude, elle va aussi servir à ça. Alors concrètement, comment ça va se passer pour les patients? Donc ils vont venir en consultation dans leur centre de référence. Ils vont scanner un QR code qui sera dans la salle d'attente. La secrétaire les aura invités à venir passer ce questionnaire. On va prendre leur consentement. Ils vont compléter l'outil donc, en attendant le médecin. Et immédiatement après, ils vont avoir accès à leurs résultats sur leur écran de téléphone, mais aussi par mail. Et puis, dans la foulée, le médecin va recevoir les résultats de son patient par PDF. Donc ça veut dire que quand il va accueillir son patient en consultation, il aura le profil SPER de son patient devant les yeux. Et comme le disait Morgane, on est en train de travailler vraiment sur ce tableau de bord pour que vous, en consultation, vous ayez déjà les 3 premières recos sur quoi mettre en place avec ce patient au regard de son profil pour que vous puissiez immédiatement les utiliser en consultation. Et en plus, vous aurez accès à des contenus plus détaillés sur les leviers comportementaux de ces patients pour y revenir éventuellement plus tard, ou que ça sert justement en staff d'équipe aussi pour les prises en charge qui sont vraiment pluridisciplinaires. Et donc, pour répondre à cet objectif d'étude, en parallèle, donc une fois que la consultation sera faite, par le médecin il va lui compléter un petit outil avec 3 questions évaluatives qui vont derrière nous permettre de répondre au deuxième objectif de l'évaluation, de l'étude protocolée qu'on met en place pour vraiment évaluer pour eux l'intérêt d'avoir un outil et un diagnostic comportemental dans la prise en charge de leurs patients. Et l'objectif aussi, on est sur un format PDF, donc des résultats téléchargeables, puisqu'on avait l'enjeu aussi que ces résultats soient vraiment disponibles dans le dossier médical du patient, donc dans son DPI, pour que ça vienne nourrir aussi toute l'équipe. Et cette étude, elle va être complétée par le médecin, mais aussi l'ensemble de l'équipe, donc la psychologue, l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire va aussi contribuer à cette étude, de manière à ce qu'on puisse aussi croiser les perceptions des différents professionnels dans les centres. Voilà. J'en ai fini. J'espère que j'ai tenu dans les 5 minutes. Parfait. On est pile dans les temps. On a peut-être juste le temps pour une question avant de passer à l'AG. Karine ? Est-ce que vous avez évalué cette technique? Est-ce que vous avez évalué par rapport à des méthodes objectives? Dans le cas de Wilson, je ne sais pas, mais par exemple, il y a d'autres, tels que le déficit en hormones de croissance ou le diabète, où on compte par exemple les flacons d'insuline. Est-ce que vous avez comparé? Pour l'évaluation de l'outil ? De l'outil par rapport à des méthodes objectives d'observation. Alors, ça a été comparé avec d'autres PROM qui existent aujourd'hui, et ça a été comparé avec le MPR, le Medication Possession Ratio. Donc, qui sont que des techniques qui sont connues dans la littérature comme des outils pour évaluer la non-observance, mais qui ne sont pas des outils de mesure de données biologiques comme celles que vous venez de citer. Bon, merci beaucoup pour tous ces outils intéressants et dont on verra comment ils s'intégreront dans notre pratique. Et on va pouvoir passer pour l'autre partie s'il n'y a pas d'autres questions. Mais merci beaucoup. J'espère que vous aurez votre train. Je ne sais pas à quelle heure vous l'avez.